Bonjour Luc Bodigal, vous êtes chercheur en droit et vous vous intéressez particulièrement à l'alimentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus? Oui, bonjour. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS. J'appartiens à un laboratoire qui s'appelle Droit et Changement Social, qui étudie les relations entre le droit et la société. Et je travaille plus spécifiquement sur la question de l'alimentation et de l'agriculture, sur la question des relations de l'alimentation et de l'agriculture avec les problématiques écologiques et climatiques. Et j'ai travaillé dernièrement plus spécifiquement sur la question de la gouvernance alimentaire locale dans le cadre de différents contrats que vous pouvez voir ici sur cette première diapositive, notamment le contrat frugal sur les formes urbaines et la gouvernance alimentaire, ou dernièrement sur un contrat amical où on travaille sur les dispositifs permettant aux collectivités locales d'agir dans le domaine de l'alimentation locale, ou encore avec un groupe de recherche qui s'appelle Manger au temps du coronavirus, où on a travaillé sur la crise sanitaire et ses conséquences sur le système alimentaire. Merci. Vous avez bien voulu vous pencher un petit peu sur un objet juridique non identifié et donc aller fouiller dans le droit où on parle de résilience, quels en sont les enjeux et vous nous avez préparé un diaporama pour présenter vos réflexions à ce sujet. Oui, alors c'est une question quand même assez difficile qu'il faudrait et qu'il faudra approfondir, hein. Et je vais vous proposer quelques pistes de réflexion assez générales en essayant parfois de faire des liens avec des aspects plus concrets peut-être. D'abord pour vous dire que évidemment la résilience, elle émerge tout juste en droit. On la trouve dans certains documents. J'ai regardé un petit peu, j'en trouve en fait trois documents assez d'ailleurs anecdotiques. Il y en a un dans le cas du terrorisme, par exemple. Euh, mais par contre, on peut y retrouver des références à la question de la résilience sous différentes formes dans des documents stratégiques et notamment dans les documents d'urbanistes type PLU ou Scott. Et puis, on en trouve surtout un qui nous intéresse particulièrement, qui nous vient de l'Union européenne, qui, dans sa récente stratégie de la ferme à la table, propose effectivement un certain nombre de références à la résilience. Exactement, d'ailleurs, je peux vous dire, il y a deux occurrences au mot résilient et 12 à la résilience. Alors, il faudrait analyser pour savoir exactement ce que c'est. Je vous ai mis des exemples ici, hein. Renforcer la résilience des systèmes alimentaires. On est au cœur du débat d'aujourd'hui. Toutefois, il ne faut quand même pas se tromper sur la nature de ces références à la résilience. Elles ne constituent pas des obligations juridiques au sens strict. Elles n'ont pas de portée directe. Nous sommes dans le domaine stratégique du droit, de la politique agricole, de la politique de l'alimentation de l'Union européenne, ce qui va avoir un impact aussi sur celle nationale. On est dans le droit d'orientation, mais pas dans le droit de la planification dure. Et donc à ce stade, c'est un peu difficile de savoir exactement le sens de la notion, si elle va générer un autre type de droit, et notamment un autre type de droit que celui qui est déjà en mouvement avec l'avènement du concept de développement durable en droit. Alors, je crois, si vous en êtes d'accord, qu'il faut aller regarder un petit peu plus loin dans les arcanes du droit. Et alors justement, je me suis dit, ah mais il y a un outil génial qui s'appelle la nullité. Et la nullité, c'est quoi en droit, et notamment en droit des contrats? C'est un outil qui dit, eh bien, de toute façon, la situation qui existait n'a jamais existé, et on va faire en sorte qu'elle n'ait jamais existé. Alors, je vous donne un exemple dans le cadre des contrats d'intégration en agriculture. Si l'intégrateur, l'entreprise agro-industrielle n'a pas respecté son contrat, on n'a pas respecté la loi plus exactement, eh bien le contrat pourrait être déclaré nul par le juge. Et dans ce cas-là, on va faire des calculs pour savoir, pour connaître les coûts et les charges de chacun et décider des indemnisations respectives, généralement très favorables dans ce cadre-là à l'exploitant agricole lorsque ça marche. Mais alors, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée de croire que la nullité nous renvoie à la notion originaire de la notion de résilience, qui est celle qui vient de la science physique, du retour à l'état initial. Il n'y a pas eu de changement. Vous avez vu, je vous ai mis deux ronds verts. Le SAT, après une crise ou un traumatisme, n'a pas de changement. Mais en fait, la nullité, c'est une fiction juridique. C'est pas vrai. Le contrat a bien existé. Et on fait un calcul d'indemnité. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on crée en indemnisant la personne? Eh bien, on crée un nouvel équilibre après un choc. On réadapte la situation en faisant croire qu'elle n'a pas existé. Alors, est-ce que
c'est un outil intéressant, c'est pas certain, il faudrait y réfléchir, réfléchir surtout à la possibilité d'agir sur les contrats, puisque dans les systèmes alimentaires, il y a toute une chaîne de contrats. Comment on peut mobiliser le droit des contrats pour permettre une certaine forme de résilience, notamment est-ce que dans le domaine des baux commerciaux, la question des loyers, dans le domaine des obligations de fourniture de produits alimentaires, le maintien des contrats, c'est important après la crise. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur le droit des contrats? Je pense qu'il faut aussi chercher ailleurs. Et notamment, évidemment, on en a souvent parlé avec Gilles Maréchal de la question des principes constitutionnels, de la protection de l'environnement, etc. Et on a tout un tas de principes, et notamment dans la Charte constitutionnelle, on a un principe de prévention, un principe de précaution, et puis on a surtout le principe de développement durable hein, qui a pris forme dernièrement, puisque dernièrement, le Conseil constitutionnel, sur la base de l'article 6 de la Charte de l'environnement, a déclaré que la protection de l'environnement et de la santé a été des objectifs de valeur constitutionnelle comme la liberté d'entreprendre. Et donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir effectivement une arme en termes de principe pour essayer d'agir et de dire, eh bien, il faut protéger l'environnement et la santé. Il faut donc un monde plus résilient hein, derrière cette idée-là. Puisqu'on peut considérer que en agissant sur ces principes, on évite la destruction d'écosystèmes et que ces écosystèmes sont nécessaires au maintien des systèmes alimentaires parce qu'ils sont liés, tout simplement. Hein, on a maintenant des démonstrations du lien entre écologie, système économique et notamment les systèmes alimentaires. Mais on le voit bien, c'est plutôt un droit qui anticipe. Il anticipe, ça permet de résister plus longtemps, mais ce n'est pas forcément un droit qui permet d'innover face à un choc, du moins c'est mon opinion. Alors est-ce qu'on peut aller ailleurs? Oui, parce que le droit n'est pas du tout démuni. Hein. Il y a plein d'outils qui peuvent répondre à l'idée de résilience. Là, c'est un petit schéma très simple, mais en fait, derrière, il y a des régimes juridiques entiers, des bataillons de régimes juridiques qui peuvent être mis en œuvre pour essayer d'aider à une certaine forme de résilience. Alors, pas parfaite, hein, on est bien d'accord. Par exemple, on a le droit de la responsabilité. Le droit de la responsabilité, c'est celui qui répare. Après une crise, il faut réparer. Il faut éventuellement indemniser. Donc, c'est toute la question de savoir qui indemnise, qui on indemnise et qui éventuellement on sanctionne. Ça, c'est un élément important. Il y a évidemment la très controversée compensation. Alors, on la connaît en matière environnementale, elle existe aussi en matière agricole sous une autre forme. Ça vise à remplacer un écosystème équivalent à ce qui a été détruit. Est-ce qu'on peut essayer de travailler sur cette idée de la compensation, du remplacement ou de la réparation d'ailleurs, hein, qui sont toutes là aussi, comme la nullité tout à l'heure, des fictions, parce qu'en fait, quand on répare, il y a quelque chose qui s'est déjà cassé. Quand on remplace, il y a quelque chose qui a déjà été détruit. D'accord. Alors, ce sont quand même des mécanismes qui permettent d'atténuer un choc, atténuer la portée, par exemple l'indemnisation d'un commerçant ou d'un agriculteur après une crise, ce qui lui permet donc peut-être éventuellement de repartir, ou aussi quand même une adaptation par la création de nouveaux écosystèmes nécessaires à la vie, à l'agriculture, à la production agricole et donc au système alimentaire. Donc là aussi, on pourrait réfléchir. Est-ce qu'on peut réfléchir à on a le droit de rêver, on a le droit d'essayer de faire des choses un peu folles, de réfléchir à une obligation de compensation ou une obligation de réparation des systèmes alimentaires territoriaux. Outre le fait qu'il faut que ces systèmes existent avant, le risque là, ça va être de créer un droit à les détruire. Parce que si je dis vous pouvez réparer, vous pouvez compenser, ça veut dire que vous pouvez aussi détruire. C'est toujours le problème, notamment en matière de gaz à effet de serre, c'est ce qui s'est passé. Alors on a encore d'autres choses. On a encore autre chose. On a quelque chose que je n'ai pas mis ici, qui sont les aides publiques, évidemment, parce que les aides publiques, et notamment les aides alimentaires, qu'elles soient liées à l'aide alimentaire solidarité pour la précarité alimentaire, ou que ce soit des aides publiques vers les entrepreneurs en difficulté, qu'elles soient directes ou indirectes, c'est-à-dire que ce soit des sommes trébuchantes ou que ce soit, par exemple, la mobilisation de la cantine pour la cantine scolaire qui ne fonctionne pas pour aider les personnes en situation de précarité alimentaire, donc des aides publiques. Et puis, évidemment, on a une autre chose que je vous ai mis ici, qui est peut-être plus originale, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est l'obligation de remettre en état.
qui s'impose notamment aux industriels sur des sites pollués où ils vont avoir l'obligation de remettre en état quelque chose. Est-ce que l'on ne pourrait pas travailler à partir de cette idée-là? Mais alors évidemment, il faudrait se demander une obligation qui pèse sur qui? Est-ce que c'est sur l'État? Qui permet quoi? Et pour reconstruire quoi? Quel système alimentaire? Là aussi, je pense qu'il y a des réflexions à conduire. L'ensemble de ces mécaniques juridiques pouvant servir à recréer des équilibres après un choc. Donc tout à l'heure, les principes étaient plutôt, à mon avis, avant. Ici, on est plutôt après. Alors, pour terminer, euh, euh, est-ce que l'on peut inventer d'autres mécanismes juridiques? On peut sûrement inventer d'autres mécanismes juridiques, mais avant d'inventer quelque chose, je pense qu'il faut savoir utiliser l'existant. Et c'est souvent beaucoup plus intéressant. Utiliser l'existant en droit, ça veut dire peut-être d'abord réinterpréter ce qui existe, ce qui a été interprété d'une certaine façon et d'une façon qui n'est pas forcément conforme à la volonté d'avoir des systèmes alimentaires plus résilients et d'atteindre cet objectif de résilience sociale, écologique. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Alors, un exemple, est assez connu dans le domaine de l'agriculture, ce sont les clauses environnementales. Au départ, dans le statut du fermage, qui est le régime juridique applicable à l'ensemble des locations agricoles par défaut, eh bien, on pouvait pas mettre, on nous disait qu'on ne pouvait pas mettre de clause environnementale, donc on ne pouvait pas insérer dans un bail le fait d'être obligé de produire conformément à un cahier des charges agrobiologie ou autre, hein, ou d'autres mesures agro-environnementales. Et puis tout à coup, on nous a dit, dans les années 2010, ah ben si, en fait, on va le faire, mais ce sera dans tel cas et sous telle condition. Or, en fait, on vient d'avoir une décision de la Cour de cassation, date du 6 février 2020, donc c'est très récent, et qui nous dit, mais non, pour un bail antérieur à l'insertion des clauses environnementales dans le code rural, eh bien non, en fait, les clauses étaient valides et on pouvait le faire, on a toujours pu le faire. Alors évidemment, je simplifie un peu là le discours du juge et la situation. Autrement dit, ça veut dire, et c'est ça qui m'intéresse dans le discours, ça veut dire qu'on peut réinterpréter. Pour pouvoir dire ça, le juge aujourd'hui, il a réinterprété des notions, notamment celle de la liberté du fermier, la liberté de l'entreprise, en fait, est peut-être contrainte, là, dans un cadre d'un contrat, par la volonté des parties au départ de dire on va faire autrement, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi, on ne va pas pouvoir faire de l'aménagement, du remembrement, on va devoir suivre tel type de procédé, etc., etc. Donc on peut réinterpréter les principes existants. L'autre exemple plus prospectif, c'est par exemple la place des produits locaux dans les marchés publics. Il y a, et notamment on pense au projet Terre de Source, mais il y en a plein. À Rennes, il y a plein de projets là-dessus, comment dire, de promotion des produits locaux dans la restauration collective. La question, c'est que normalement, dans les marchés publics, on ne peut pas valoriser des produits locaux en tant que tels, parce qu'ils sont locaux. Alors, ici aussi, peut-être qu'il y a des évolutions. Alors, pas des évolutions qui conduiraient à remettre en cause certains principes, je reviendrai à la fin là-dessus, mais des évolutions qui permettraient de comprendre la notion d'intérêt général différemment que ce qu'on entend aujourd'hui, de façon plus large, de manière à englober la question des produits alimentaires dans des démarches de progrès, dans des démarches d'aménagement du territoire. Enfin, ultime exemple, est-ce qu'on peut faire évoluer, par exemple, la jurisprudence sur les capacités d'action des collectivités locales à invoquer une spécificité locale pour prendre des mesures différentes de celles prises par l'État en temps de crise? C'est l'histoire des masques qu'on a eu pendant le printemps dernier. C'est l'histoire actuellement des commerces de détail et du maintien des commerces de détail dans les communes contre la volonté de l'État. Il y a sans doute à travailler sur la notion et l'interprétation de la notion de spécificité locale ou d'urgence ou de capacité à agir des collectivités locales. C'est un vrai champ de discussion parce que ces éléments-là permettront localement, évidemment, d'avoir des systèmes plus résilients au bout du compte. Deuxième piste de réflexion à ce stade, c'est la question de savoir si on peut instaurer ou rénover des nouveaux espaces de dialogue en période normale, de manière à ce que les groupes soient structurés, opérationnels pour agir en temps de crise. Et ça, c'est forcément du droit, parce que si on les instaure, ça veut dire qu'à un moment donné, on les institutionnalise par un texte. Comment on fait, sous quelle forme,
Est-ce qu'on peut avoir des comités régionaux de systèmes alimentaires territoriaux? Il y a des choses qui existent, qui peuvent être proches déjà, qui pourraient déjà rassembler ou qui rassemblent plus ou moins déjà ces questions-là. Et puis, quelle est la place des projets alimentaires territoriaux dans ces questions? Troisième piste, comment mobiliser tous les instruments à disposition des collectivités territoriales. Alors, on a fait un travail dans le cadre du contrat frugal dont j'ai parlé, du contrat amical qui est en cours, qui vise à faire l'inventaire de tous les dispositifs à disposition des collectivités territoriales. Il y a un nombre incalculable de dispositifs que l'on peut mobiliser. Il faut le faire déjà, peut-être avant de réinventer. Enfin, dernière idée dont je voulais vous faire part, c'est que si jamais toutes ces réflexions débouchent sur des innovations législatives, il faut faire quand même attention à certaines choses. Et là-dessus, le juriste, évidemment, est souvent freine un petit peu, mais il freine pas pour n'importe quoi. Parce que l'objectif, c'est pas parce qu'on est en crise ou qu'on a subi une crise qu'on doit faire un droit d'exception ou un droit d'opportunité. Et la seconde, c'est qu'il y a des principes qui sont très importants. Le principe notamment d'égalité devant la loi et puis l'absence de discrimination. Donc attention, toute réflexion sur des systèmes alimentaires territoriaux résilients ne doivent pas conduire à des discriminations territoriales. C'est l'un des enjeux principaux. Merci beaucoup, Luc Bodigal. Finalement, vous rebouclez à la fin sur une notion qui nous est chère, hein, comment essayer d'organiser les territoires pour assurer plus de résilience. Encore merci. Je parie qu'on vous retrouvera de nouveau, peut-être autour d'une question qui vous est chère, c'est comment assurer la résilience, mais vue sous un angle social et notamment pour les populations qui sont le plus menacées dans leur alimentation. En tout cas, un grand Ce sera merci avec plaisir. pour cette intervention et au revoir. Merci. Au revoir.